Bonjour Alex. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Joseph, très bien. Vous allez bien? Ah, ça y est, je vous entends. Ok. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Les vacances se déroulent pas mal. Très bien. Vous êtes sorti un petit peu? Oui, oui, oui. Et puis on profite pour faire les travaux autour de la maison. Ah, Ah, ça c'est sûr. c'est quand il fait beau temps et puis quand il y a les enfants qui tournent autour, c'est encore mieux. Ah oui. Oui. Alors, on va aujourd'hui commencer les verbes au qatar. Oui. C'est le passé, hein, les verbes au passé. On va voir que la conjugaison est assez particulière, hein, pour dire ça comme ça. Mhm. Alors on y va. On va faire un peu d'exercice de vocabulaire pour l'échauffement. Et puis, Oui. on ira sur les verbes. Alors, nous Très avons bien. khat, shafat, mahane, mishpacha. Alors, je vous laisse trouver les traductions, en tout cas les images hein, qui correspondent aux traductions. Ok. Mahane, très bien. Voilà. Voilà. Mishpacha, une famille, très bien. Mishpacha. Voilà, vous avez trouvé. On continue le deuxième exercice avec les mots de traduction. Donc, Sheni, Azav, Pakad et alors Gibor et puis Khatat. Ok. Bon, c'est pas traduit parfaitement, hein, je vous l'accorde, mais on s'approche, on a le champ lexical. Alors chez les seconds, Gibor, héros, très bien. Alors, péché, c'est Rapat. Alors, Khata'a, Khata'a, ça sera un péché, Khatat, effectivement. Khatat. Oui. C'est le verbe. Très bien. Alors, les codes ceci sera plié, visité, très bien. Alors on y va avec le total, la conjugaison du passé. Alors, avant de passer au verbe, je vais faire une petite introduction. Alors, un instant. Petite introduction, c'est où? Ah, c'est ici. Voilà, vous avez une feuille qui s'affiche à l'écran. Oui. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 colonnes. D'accord? Mhm. Mhm. Alors, qu'est-ce que sont ces 7 colonnes? Eh ben, c'est très simple. En français, nous avons 3 groupes de verbes, n'est-ce pas? Les verbes en ER, les verbes en Ok. IR et les irréguliers. Ça fera 3 groupes verbaux avec 3 formes de conjugaison. En hébreu, nous aurons 7 formes verbales. D'accord? Donc 7 groupes verbaux. Mhm. Et ces groupes sont partagés selon le sens,
selon le sens du verbe. C'est-à-dire, on a le premier groupe, Pa'al, qui est un verbe actif. C'est des actions. Sagarti, par exemple, j'ai fermé. Sagarta, tu as fermé, etc., etc. Ensuite, nous avons le passif qui correspond à cette forme. Par exemple, pour le même verbe, donc sagarti, on aura nisgarti, j'ai été enfermé. Donc c'est le passif. Ok. Le passif de cette forme simple. Mhm. Ensuite, nous avons le piel. Le piel, c'est une action précise qui demande une attention particulière. Par exemple, silamti, j'ai pris en photo, bien shibarti, j'ai brisé. C'est une action active qui demande une attention particulière. Et sa forme passive, tsulamti, j'ai été pris en photo. Ok. Donc j'ai eu 4 formes verbales. 4 groupes. Nous allons ensuite le faire, donc la forme verbale qui exprime entraîner à faire quelque chose. Par exemple, nasti, j'ai fait rentrer. Et puis le passif de cette forme, donc j'ai été fait rentrer, nasti. On me fait rentrer. D'accord. Et puis la dernière forme, c'est le itpel, c'est du réflexif réciproque. Par exemple, je me suis rasé. Ok. Donc, je suis actif et passif. Ok. Aussi correspondre, par exemple, c'est aussi les hitkatev, puisque c'est du réciproque. On dira donc les hitkatev pour dire écrire à quelqu'un, correspondre avec quelqu'un. Les hitkatev. Voilà, vous avez ici donc les 7 formes verbales. On va prendre maintenant celle-ci. Ouais. D'accord. Ok. On va prendre celle-ci, celle qui est là, le pa'al. Le pâle. Donc c'est la forme active au passé. Ok. Pour rentrer sur ce sujet encore, puisque vous avez vu maintenant qu'il y a 7 formes verbales, Mhm. pour montrer qu'on n'est pas forcément à même de concevoir la différence en français, je vais vous donner un verbe que vous connaissez en français et qui va, selon son groupe en hébreu, va vous donner complètement une autre signification. D'accord? En français, nous avons le verbe prier. Oui, Le verbe prier. La prière. prier. Ok. Prier. En hébreu, le verbe prier, si on tient compte de la traduction française, ça devrait être un verbe soit paral, soit piel. Puisque soit c'est un verbe avec une attention particulière, soit un verbe, une action normale. C'est un verbe qui va être au hitpa'el, réflexive réciproque. Les hitpa'el. Les hitpa'el, c'est le verbe qui veut dire prier en français, d'accord? Ça sera les hitpa'el. Alors, vous comprenez bien que ça va changer le sens. Ça nous donne une indication sur ce qu'est une prière, sur son rôle, sur sa fonction. On est complètement sur une autre dimension par rapport à l'acte. C'est l'acte particulier, ou c'est l'acte actif. L'acte actif, donc, nous sommes dans une dimension de réciprocité, de réflexion, dans le, pas dans le sens de réfléchir, dans le sens de réflexif. En français, peut-être qu'on pourrait dire que lorsqu'on prie, finalement, on s'adresse à. Oui. Donc s'adresser à dans sa prière, c'est du réflexif. Excusez-moi, c'est du réciproque. Oui. Dans le réflexif, on pourrait dire, dans le réflexif, on pourrait dire que finalement, lorsqu'on prie, on prie pour nous-mêmes. Oui, oui. Dire que Dieu a besoin de notre prière, ça serait un peu prétentieux. Dieu n'a pas besoin de nos prières. C'est nous qui avons besoin de nos prières. Nous avons besoin de prier à Dieu, puisque nous sommes les premiers bénéficiaires de nos prières. Voilà. Donc, vous avez vu pourquoi l'importance d'un groupe à la lecture, en tout cas de l'hébreu,
vous avez compris pourquoi il y a une importance d'analyser le groupe verbal pour pouvoir comprendre le sens du verbe. Très bien, très bien. On continue, c'est juste un exemple. On continue. Alors, nous avons ici la première conjugaison. On va voir la troisième personne du masculin singulier au passé. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, ou bien si vous avez le document avec vous, c'est pas la peine. Alors, vous avez Je prends des notes. Je prends des c'est vite. Alors, troisième personne du masculin singulier, ça sera Catal. Catel. D'accord? Who, donc il, who Catal. D'accord? Au féminin singulier, ça sera Catella. He, Catella. Ok. Deuxième personne du masculin singulier, ça serait Catalta. Catalta, donc Kankamat, Stav et le Dagash. Au féminin, Catalt. Ok. Alors, on y va avec un peu d'exercice. Vous avez deux situations ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça. J'ai l'impression. La petite maison et la personne à l'intérieur, oui. Alors, ça, je vais vérifier. J'ai marqué le 19. 9, 11, Mais 74. par rapport au vocabulaire, on n'a pas encore vu, hein. Oui. Alors, c'est 174, c'est ici. Je fais ça pour le mois de juillet. À moins qu'on a fait deux fois. Oh non, moins qu'on avait fait. Oui, c'est possible qu'on ait fini. Et qu'on ait commencé le catalogue. Non, on n'avait pas vu le catal. Non. Non. Non, on n'a pas fait. Non, excusez-moi, on n'a pas fait. Non, c'est arrêté. On est là où il faut. Ouais. Alors, je vais vous demander de faire une phrase avec les situations suivantes. Vous avez quelqu'un qui est assis, à la deuxième personne. Alors, je vous écoute. Alors, Sabattre. Alors, at, yashavt. Ou bien ata, yashavta. Vous avez devant vous votre verbe. Oui, le verbe yashav. Alors, hu yashav, comme katal, et hi et at yashav comme katalt. C'est la même forme. On prend la racine et on ajoute les préfixes et les suffixes qu'il faut. Alors, oui, c'est bon. Oui, ça va, oui. C'est bon. Alors, on y va. Attendez, je crois que je suis passé trop vite là. Oui. Ensuite, nous avons un exemple pour la troisième personne. Ha'aryeh, le lion, Radaf, a poursuivi. Achare achaya, donc a poursuivi l'animal. Ou bien encore, Ha'ish, l'homme, Barach, s'est enfui. Mipene acherev, donc s'est enfui de devant le glaive. Oui, acherev. On continue avec la première personne du masculin. Alors, c'est quoi ça? Ceci. Masculin singulier. Qu'est-elle dit?
avons un verbe, vayomer et kolcha, shamati bagan vaïra, puis vaechabe. Nous avons ici un verbe au catalan. Oui. Shamarti. Première personne, donc c'est Adam qui parle et qui dit j'ai entendu ta voix. Je chante dans le jardin Jardin. et je me suis caché. J'étais nu parce que j'étais nu et donc je me suis caché. Ok. Alors je vais vous demander de lire le texte s'il vous plaît, c'est à vous. Ok. Alors, Vayomer et kolcha, Shamati, Baga, Yair, Vayicha, Kon Irim Anoki, Vaechabi. Et très bien. On continue avec un petit exercice. Vous avez ici 4 verbes que vous voyez dans le cadre ici, le cadre, carré en bas à gauche, et 4 situations. Alors je vous demande de conjuguer, on va dire chacune des situations. Alors, Shama. Donc, Ishama, Ishama, Shama. Mhm. Alors, je conjugue à la première personne, à la deuxième. Oula. Alors, il est Shamati et Shamach, à la deuxième personne. Et à la Non. non, Shamarati, Shamarata, Shamat ah, et Shama. troisième personne. Alors, Continue. alors Halach, Halakti, Halakta, Halach, Allah, très bien, Allah et Alcha. alors, Yavarti, Yavarta, Yavak et Yava. Ensuite, non, celui-ci, Oui, ici. Yashavti, Yashavta, Yashavt, Shavt et Yashav. Yashav. et Yashva. On a vu Yashav et Yashva. Très bien. Ensuite, Achalti, Achalta, Achalti, Achalta, Achalk et Achal. Achal et Achla. Très bien. Achla. Le pluriel. Le temps du pluriel qui est mixte sera Katelou. Katelou. On va faire un petit exemple avec ce texte. Ve'anashim, pas des fous. M. Derech hayarden. Marberot. Yashar. Sag. Traduction. Et les hommes les ont poursuivis après eux par le chemin du Jordan à la Marberot sur les guets de la Sagaron et ils fermèrent les portes de ceux qui entraient Au passif. au passif. Veashanaim, Radefu, Acharem, Direch, Ayarden, Hal Amar
Beyrouth, VHR, Sagrou. Alors, nous avons deux verbes hein, qui sont déjà signalés en rouge, Ragfou et Sagrou. Alors, c'est quelle personne? Alors là, nous avons troisième personne du pluriel. Très bien, on continue. Avec la deuxième personne du pluriel, Ketaltem. Ketaltem au masculin, on vous a le même, hein, le M du masculin. Et au féminin, vous avez Ketalten avec le N de féminin. Voilà, c'est vous en masculin et en féminin. Ketaltem. Et on y va avec un exercice. Vous avez 3 situations avec 2 verbes. Donc, je vais vous demander de les conjuguer. Alors, Allah, nous avons Anakten, Anaktel, Isha, Anaktel, Alaktel. Alors, Alarten, Alarten, Al-Haderech. Alarten, Al-Haderech. Ou bien encore ici, alors qu'ils sont assis. Atem, Yoshvim. Atem, Yashavtem. Oui. Atem, Yashavtem. Alors, Atem, Yashavtem, Babaït. Babaït. Bien ici, Atem, puisque c'est mixte, le masculin qui l'emporte, comme en français. Atem, Halartem. Atem, Halartem, Liad Haderech. Atem Halartem, ok. On continue avec la première personne du pluriel. Ketal. Pluriel. Ici, c'est la première personne du pluriel, nous, et vous avez le nous qui est en suffixe. Ok. Ketal nous. On continue. La première personne du pluriel et 2 verbes à conjuguer. Vous êtes tout seul parce que toute la concentration est sur oui, vous. Oui. Non, mais ça me va bien. Double travail. Ça me va bien, ça me fait. Alors, Ok. Et Alakh, donc Alakhno et Ahmad, voilà. Ahmad non. Ahmadnou, très bien. Alors, Alakh sur le chemin. Al-Hadirek. Et le deuxième verbe, Anachnu. Hamadnou. Hamadnou. Leyad Haderech. Ok. On va prendre un peu plus en détail. Alors voilà, on y va. Vous avez ici toutes les conjugaisons du verbe. Katalti, katalta, katalt, katal. Katella, katalnou, kataltem, katlou, katlou. Katalti, katalta, katalt. Katla. Katalnou, kataltem, katlou, katlou. Alors je vous demande si c'est possible de lire ou bien de réciter, comme vous pouvez. Alors, katalti, katalta, katalt, katalla, katalnou, katalten, katalou. Non, katelou. Très bien. C'est Katelou. Oui. Katelou, ok. Alors, ça commence à être plus familier, plus commun. Oui. Alors, Katelou, katalten,
Catalten. Et on ne peut pas dire Catalin ou Cataleten. Non, c'est Catalten. Et là, en haut. Oui. C'est par rapport au cheval. Hein. Catalten. C'est par rapport au cheval que bon, j'hésite un petit peu. Ah, non, le cheval ici n'a pas vraiment racine. Ok. Alors, Donc il y a maintenant, une syllabe. Ok, très bien. alors vous avez vu en rouge, c'est ce qu'on va rajouter à la racine. Ok. Ok. On rajoute ti, on va écrire la racine, on rajoute ta, on écrit la racine, on rajoute t, Ajouter. on écrit la racine, on rajoute le he du kamatsi, le ten, Ok. ok, on va voir. C'est à vous. Alors, Il faut écrire les racines et ensuite écrire les suffixes de conjugaison. Rien que ça. alors là, Vous sentez prêt à là, faire? c'est écrit dans le désordre. Là, pour l'instant, il n'y a pas de conjugaison. D'accord? Il y a la racine. La racine patar, ça veut dire ouvrir. Et la racine sagar, ça veut dire fermer. Alors, Ce qu'on va faire, c'est écrire la conjugaison ici, patar, et ici, du verbe sagar. alors patarti, patate, patar, patarno, patar, patarten, patelou et patenou. Alors, vous avez oublié patra, la troisième personne au féminin singulier, et le reste c'est bon, hein, et puis Ah il y a oui. le paterou, paterou, paterou. Paterou. Alors, sagarti, sagarta, sagar, sagara, sagarten, sagartem, Alors, oui, sagar, vous l'avez dit, sagar? Sagar, sagarno, sagarnou, sagartem, sagarten, sagarou, sagarou. très bien, très bien. Vous voulez les écrire? Non. C'est-à-dire que l'écriture, ça prend beaucoup de place quand j'écris avec D'accord. le stylet. Vous voulez écrire ici? Ouais. Cette écriture vous apporte plus de confiance après pour la conjugaison. Très bien. Alors, on avait le verbe pas. Et patar. Euh, C'est le verbe pas. Sagar et puis patar. Alors, je n'ai pas le vocabulaire, je ne l'ai pas enregistré. Il est ici. Patar qui est ici. Et puis Sagar qui est là. Ok. Ok, c'est bon. Alors, vous avez appris. Patati. Ah, il manque le chet. Vous avez mis un ré au lieu d'un chet. Alors, patata.
Patart, très bien. Patart, nous, Patar, effectivement, Patra, bravo. Bien. Patactem, hein? Et puis Patarten et Patarkno. Patartem, ensuite, il manque quelques-uns. J'écris la troisième personne du pluriel, parce que je pas suffisamment de place. Voilà. Patarten. Il manque le féminin de Patarten. Patacten. Alors, parce que j'avais pas suffisamment de place, je ne l'ai pas écrit. Très bien. Ensuite, Patro. Oui, c'est bon. C'est parfait. Voilà. Alors, je vais vous épargner le deuxième verbe. Oui. On continue. Ok. Alors, un peu de lecture. Hu Bashana Harishona Lemolcho Bachodesh Harishon Daltot Bet Hashem Vayechazkem. Alors, je vous écoute pour la lecture, c'est à vous. Rubashana Harishona Limalcho Bachodesh Harishon Patach et Dalton Bet Vayechazkem. Très bien. On continue. On va commencer avec le numéro 22. Je vais voir s'il s'ouvre tout de suite. Je pense que ça devrait être bon, sinon ça va nous faire des soucis. Je pense que c'est bon, on y va. La traduction du Catal. Donc on va lire. On va essayer d'interpréter la traduction si... alors, pour introduire ce cours,
il faut que je vous explique en fait qu'en français, nous allons faire de l'adaptation. Non pas d'adaptation. Pourquoi? Puisque le système de temps en français, c'est un système de temps qui est absolu. C'est-à-dire que le temps que vous allez utiliser pour parler, ça va être un temps qui se réfère à votre actuel, c'est-à-dire au moment où vous parlez. Par rapport au moment présent, vous avez du futur, vous avez du passé, etc. En hébreu, on va avoir un système de temps qui est relatif. Ça veut dire que on va très souvent se plonger où le récit se passe. Au moment où on raconte l'histoire, au moment, au moment des événements. Et donc, au lieu d'avoir du passé, parfois on aura du futur en adaptation. En français, on devra utiliser du futur. Voilà. Alors, on continue avec. Alors pour cet exemple, je crois que sur ce cours, ce sera simple, pas de complications. Il va Vayamuru Elav Chalamnu ou Foter en Oto, donc c'est l'épisode de Yosef lorsqu'il est jeté. Il se retrouve avec les deux serviteurs du roi, le pharaon, le maître échanson et le panetier, qui ont fait un rêve, qui ne comprennent pas cette énigme. Foter, c'est résoudre. Résoudre. Finalement, c'est une énigme, hein, c'est pas forcément. Alors pourquoi, si je peux me permettre d'ouvrir la parenthèse, pourquoi on utilise le mot foter, pourquoi on utilise le mot résoudre pour le rêve? Puisque en fait, le rêve c'est un message qui peut être interprété. Et c'est l'interprétation qui va en donner son sens. Aussi, il est hors question que qui va essayer d'interpréter le rêve, il est hors question qu'elle donne une direction à ce rêve. Il faut absolument que ce soit une interprétation et non pas une explication, hein, qui peut quand même être assez néfaste si jamais la personne est mal intentionnée. Donc on va dire un rêve, puisque finalement, on ne va pas raconter le rêve en entier, en partie. S'il s'agit d'un vrai interprète, donc d'un vrai, on peut dire, un vrai résonateur de rêve, hein, peut-être, comme ça. Mais il va trouver de lui-même, il va inclure de lui-même l'élément manquant. Et c'est pour ça qu'ils disent ou poter en auto, parce qu'ils racontaient le rêve, et puis il y avait personne qui était en mesure d'assembler tous les éléments. Hein, pareil avec Pharaon. Okay. Pharaon, il avait des sorciers, il avait des magiciens, il avait des mages, il avait des conseillers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne comprenait pas son rêve? Ben, Pharaon, quand même, avec tout ce qui l'entoure, il peut quand même trouver quelqu'un pour lui raconter une bonne histoire. Okay. Sur son rêve, tout le monde devait, on va dire, il y en a bien qui lui veut du bien. Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est que Pharaon n'a pas raconté tout son rêve. On ne raconte pas un rêve en entier, puisque si on raconte en entier, la personne qui va l'interpréter pourra l'interpréter de façon négative, et ça va être au détriment de la personne qui a rêvé. Donc, on ne raconte pas le rêve en entier, on raconte en partie, et puis l'interprète n'a pas été raconté. Ok. C'est pour ça que Pharaon a essayé d'interpréter. Mais à chaque fois qu'on lui a interprété son rêve, on lui racontait des sottises, hein, puisqu'il manquait certains éléments du rêve. De façon volontaire. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Vous trouvez, j'imagine, le Natal, hein, ici, le passé. C'est Chalamunu. Nous avons rêvé un songe. Chalom, c'est un songe. Et la Chalamunu, c'est le verbe. Songer un songe, on pourrait dire, pour que ce soit plus esthétique en français, on va dire rêver un songe. D'accord? Ok. C'est de l'esthétisme. On continue. Vatomer Léa, Natan Elokimetz Chari. Alors, deuxième point intéressant, en hébreu, alors vous le savez, hein, les noms portent un sens. Les
prénom porte un sens, une émotion, un sens, un remerciement, un message, etc. Ici, elle remercie Dieu, puisque elle dit donc Dieu m'a donné ma rétribution, mon salaire. Et on retrouve dans le prénom Yissachar. Yesh, il y a Sachar, un salaire. Le prénom qui porte l'émotion, le remerciement ou la prière. Ce sera des situations différentes. Est-ce que vous avez trouvé le katal dans ce verbe? Alors, dans la phrase, hein, alors, Nathan. Très bien, Nathan. Alors, on continue, je vous demande de lire le texte. Alors, Vatomer Léa, Nathan, Elohim, Sakari, Va Tikra, Shimo, Yishakar. Sachar. Alors, il y a un deuxième, le Shin, qui n'a pas de voyelle. C'est le Shin ici qui fait partie de la racine. On va voir, en fait, c'est une forme verbale qu'on n'a pas encore apprise, c'est le nifal. Le nifal, c'est une forme verbale, on n'a pas encore appris, on verra ça une autre fois. Alors, on continue avec Samson. Le maire, il dit Ishara iti betimnata mi benot penishtu. Je vous laisse trouver le katal. Alors, Raiti. Oui. Donc c'est du passé simple. Hein. J'ai vu, oui. J'ai vu à Timna, donc et il dit Ishara iti betimnata, j'ai vu une femme à Timna. Parmi les filles des Philistins. Lorsqu'on arrive à ce verset, on a souvent la question, alors là vous êtes tout seul, donc je ne pense pas que les questions ont fusé, on pose souvent la question, quel est le lien entre ce terme, est-ce qu'il y a un lien et quel est ce lien? Alors, j'avais un élève, il fait des études, si je ne me trompe pas, il était pasteur, et puis il m'avait posé une question un peu différente. Il en revient à cette conclusion, c'est que Adrien, l'empereur Adrien, détruit le second temple, il a décidé de labourer. À la différence du premier temps, il a décidé de labourer la terre de la vieille ville pour qu'il ne reste plus rien. Donc déjà il a brûlé la terre et labouré la terre pour qu'il ne reste plus rien des débris. Voilà. Il a décidé donc de déjudaïser l'État d'Israël. Commençant par le labourage, le salage de la terre, labourage, brûlage et salage de la terre pour qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, il se retrouve avec une population et il dit je vais absolument les a expulsés, hein, c'est l'exode, hein, c'est comment moi j'ai oublié le nom, et il va emmener donc l'exil, voilà, il va en emmener dans les Indes, en Europe, dans les pays comme l'Irak, la Syrie, etc. Hein, mais plus en Israël même, sauf bien sûr ceux qui se sont hellénisés. Mais en tout cas, il n'y a plus d'activité religieuse dans Israël, sauf bien sûr aussi certains qui se sont hellénisés, certains qui se sont cachés. Une fois qu'il arrive à ces deux étapes-là, il dit je vais finir la déjudaïsation en changeant le nom. Face à un choix. Le choix, c'était
donc cananéens, puisque c'est Eretz Canaan. C'était aussi une population qui habitait les bordures de ce pays. Aussi les 7 peuples, Périsie, Evousi, Girgashi, etc., etc. Mais bon, c'était déjà plus ancien. Et on ne retrouve pas ça dans l'ensemble de la Bible. Par contre, le mot Pélishki qu'on retrouve dans la Bible, on retrouve aussi dans les juges qu'on a ici. Donc il a choisi le mot Philistin. À une peuplade qui habitait ce pays. Il choisit Philistin. La question était la suivante, donc de la part de ce pasteur, c'est quel est le lien donc entre les populations de Tim et Philistin, puis ce qu'on a actuellement. Alors le lien est aussi simple que ça, c'est qu'à l'époque de Sancheriv, c'est un roi assyrien. Oui. Il a eu le plus grand melting pot de l'histoire. Il a décidé de mélanger les populations pour arriver à ne plus pouvoir tracer, pour ne plus arriver à remonter la généalogie d'une personne, d'un peuple. Donc il a mélangé les peuples, il a fait déplacement de population et mariage interculturel. Donc à partir de Sancheriv, il n'y a plus possibilité d'affilier une personne à un peuple. Pour 2 raisons. Premièrement, à cause des déplacements de population. Quand je dis déplacement, c'est à grande échelle. C'est pas seulement au niveau local. Regardez Adrien qui a déplacé donc des Israélites jusqu'aux Indes. Europe. Parfois même au Maghreb, etc. Donc pour 2 raisons. Premièrement, à cause des déplacements de population et deuxièmement, à cause du métissage. Voilà. Donc les Philistins d'époque, population qui est identifiable, mais on garde le terme. Donc on a toujours une terre qui s'appelle Philistin avec une population métisse, fois aussi issue d'autres régions. Ensuite on arrive à la période donc il y a la période de Saladin, ensuite la période des Mamelouks, etc. Mais il s'agit bien sûr du même pays qui est aride et vide. Quand je dis vide, c'est strictement vide. Les seules villes occupées, les seules villes habitées, c'est Jérusalem, un peu Tibériade, mais il s'agit vraiment de très peu d'habitants, une centaine peut-être. C'est ça que la vieille ville de Jérusalem, pour ceux qui sont déjà venus, je ne sais pas si vous avez déjà visité, c'est une toute petite ville qui est entre les murailles. En quelques minutes, vous avez fait le tour de la ville. Donc c'est une petite ville, c'est surtout le nom et la notoriété qui avait motivé les croisades, qui avait motivé donc la prise de cette ville pour Jérusalem. Il s'avère qu'à l'époque de l'Empire ottoman, la période va changer. Il s'agit d'un empire énorme. C'est tout le bassin méditerranéen qui est en charge de tout cette... C'est pratiquement, je dirais pas la moitié du monde, mais une partie du territoire de la Méditerranée. Donc il y a une petite parcelle de terre, inhabitée, pratiquement, sous le règne d'un sultan, qui doit donc rentrer dans une feuille de charge, mais on n'y arrive pas. Pour la simple raison qu'on n'arrive pas à récupérer de taxes, puisqu'il n'y a personne qui habite. Caisse extraite de ce pays. Le souci, c'est que finalement, celui qui est en charge de ce pays ne fait pas son rôle, et donc il y a une pression. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire venir des populations pour faire habiter le pays. Pour payer cette taxe, finalement, cette dépense. Il faut protéger cette terre contre l'invasion. Donc il faut la rendre autonome. Il faut aussi que cette autonomie puisse apporter une certaine richesse aussi à l'Empire ottoman. Une contribution. Donc ils vont faire venir des populations des pays avoisinants. Et puis
les Ottomans ont eu l'idée de génie en se disant, si on veut une population qui ne part pas après une génération pour retourner dans le pays de ses ancêtres, puisque s'ils faisaient venir des Jordaniens, comme c'était le cas, ils avaient beaucoup de Jordaniens et beaucoup d'Égyptiens, au bout d'un moment, les Égyptiens retournent dans la maison de leurs parents. Ouais. On retrouve d'ailleurs beaucoup de familles en Israël qui s'appellent Al-Masri, qui veut dire l'Égyptien. Ils gardaient même les noms de famille. Donc ils se sont dit, présence juive en Israël, puisque c'est une présence qui est pérenne. Oui. Non seulement on va essayer de maintenir cette population, on va essayer de l'aider à se développer, faire venir d'autres. Donc ils ont commencé à faire venir la vague de la première Aliyah. C'était une Aliyah en provenance d'Europe de l'Est. De l'Europe de l'Est, c'était un rêve. C'était une aspiration. Donc l'Empire ottoman a fait venir déjà donc la première Aliyah. À partir de cette première Aliyah, une deuxième Aliyah, etc. Donc le pays a commencé à faire entrer, en tout cas aux caisses ottomanes. Le sultan était content, puisqu'il y a quand même une activité. Nous sommes de cette période dans la partie de la reconstruction d'Israël. Avant Israël, on est encore à l'époque où ça s'appelle Palestine, alors Philistin, Palestine. Ok. De l'Empire ottoman, avant le mandat britannique. Donc c'est vraiment à partir de l'Empire ottoman que les sultans ont voulu que les Israélites se réinstallent dans la terre, pour la faire fonctionner, on va dire. On va aller même jusqu'à l'étape où la ville de Tibériade proposait à la communauté locale tout un quartier, tout un pan de la ville. C'est encore aujourd'hui affiché sur cet endroit que c'était un lieu autonome de l'époque du sultan. Le sultan avait donné son amont pour une autonomie de la ville, à condition bien sûr que la ville fasse venir encore d'autres résidents et prospère. Donc c'était déjà quelque chose d'actif. Ça avait commencé à se décalquer aussi sur d'autres régions, etc. Puis ensuite vient le mandat britannique. D'accord ? Le mandat britannique qui a commencé à stopper un peu cette qui commence à créer des quotas. Attention, il ne faut plus autant d'immigrants, il faut moins d'immigrants. Par contre, il faut continuer la prospérité du pays. Donc, ils ont fait appel à tout ce qui était. Jordanie, c'était le premier pays à faire venir des travailleurs. Et vous avez l'année de référence ? Pour le mandat britannique ? Le mandat britannique, c'était partir. Alors, un instant, c'était dans le début des années 1900, fin 1800, si je ne me trompe pas. Et le mandat britannique, il y a les quotas pour l'immigration juive d'Europe de l'Est, et en contrepartie, pour faire le contrepoids, l'immigration de Jordanie. C'est ce qu'on appelait encore ça à l'époque, la Cisjordanie. Oui. Transjordanie. Oui. Puisque finalement, c'était la Jordanie qui était en charge de Jérusalem. Après le mandat britannique aussi un petit peu. Et donc on se retrouve avec une forte population jordanienne, une forte population égyptienne pour le travail, en tout cas pour tout ce qui est construction, etc. De la fin du mandat britannique, les quotas sont levés et on se retrouve avec une situation où réhabiter, en référence à ce qui a été fait par Adrien, Jérusalem est reconstruite depuis le sultan Suleiman
sultan Suleiman a reconstruit Jérusalem. Il a reconstruit les murailles. Elle est reconstruite. En tout cas, la Palestine d'époque est réhabitée par des Israélites. Et puis donc, le troisième élément, qui n'a pas de sens, c'est le nom du pays qui est encore, selon le mandat britannique, qui est le nom de Philista, ou Palestina. Okay. Et donc, le troisième élément, c'était le changement du nom. Parce que, maintenant qu'il y avait deux éléments, le troisième élément, c'est le rétablissement du nom du pays en Israël. Et le terme philiste et Pélishtim qu'Adrien avait réattribué n'est plus utilisé puisque c'est un non-sens par rapport à l'établissement donc des Israélites dans le pays à partir de voilà pour. Et 1948, Israël est devenu véritablement reconnu comme une nation. On va dire c'était le jour de la date officielle, mais je vais vous dire honnêtement, déjà à partir des Ottomans, déjà à partir de l'Empire ottoman. Il faut savoir que le sultan était très positif à cette idée. C'est le sultan, alors c'est non pas le pacha, parce que le pacha c'était local, c'est le sultan qui avait autorisé en tout cas, et qui était intéressé. Il y avait une très proche, une relation très proche entre les Ottomans et les populations, je dis bien les populations juives d'Europe. Parce qu'il faut savoir que pour l'Empire ottoman, il y avait pas de différence, puisque les Juifs habitaient les pays du bassin méditerranéen, pays sous contrôle ottoman. Donc pour les Ottomans, il n'y a pas de différence qu'ils habitent tel pays, ou telle partie géographique, vu que c'est un seul domaine. C'est comme si on dirait en France, le président Macron voudrait que les Bretons colonisent le sud de la France. Hein, je veux dire, ça reste la France. Oui. Les Ottomans, c'est exactement ça. Que les populations juives habitent les parties, je veux dire, du nord du Maghreb, ou bien de la partie Israël, pour l'Empire ottoman, ça reste Empire ottoman, il n'y a pas de différence. Ça va rapporter plus de finances, puisque les pays où les communautés habitaient, ce n'étaient pas des pays qui avaient fortement besoin d'une population, il y avait déjà une population active. Déplacement de population, et il y avait vraiment une entente très cordiale entre les pachas et les populations israélites. Du mandat britannique où les choses vont se corser, puisque finalement le mandat britannique va faire de l'ombre. D'accord. Alors, pourquoi, comment? Là, on est déjà dans la politique d'époque. L'Empire ottoman s'était fragilisé, a eu encore plus de fragilisation, et puis le mandat britannique n'a pas aidé. C'est-à-dire que le mandat britannique, c'est d'un accord entre la Belgique, la France et l'Angleterre. Okay. La Belgique, la France et l'Angleterre se sont partagés le Moyen-Orient. La Belgique a pris l'Afrique, la France a pris le Liban et encore quelques autres pays d'Afrique. Je pense qu'encore quelques années, on avait encore une influence l'influence de la France dans l'Afrique. En Afrique, oui. Donc là, et puis l'Angleterre a pris l'Inde. Quoi d'autre? Israël. L'Angleterre a pris la partie donc de la Palestine d'époque. L'Inde et encore un autre pays. C'est un partage. Ils se sont partagés. L'Australie. Non. Si. Oui. Donc c'est la France, la Belgique et l'Angleterre qui se sont partagés cette partie du monde. Et puis il s'est avéré que c'était l'Angleterre qui était en charge de la partie de la partie ottomane. Ok. Et dites-moi, quelle différence vous faites entre juive et israélite? Est-ce que c'est parce que c'est la nation juive? Alors, juif, c'est un terme français. C'est le français, c'est la terminologie française de Yehudi. Yehudi de la tribu de Yehuda. Ok.
en français. Israélite, c'est par rapport à Yaakov, qui s'appelait Israël. Oui. C'est le même principe, c'est le même. Et aujourd'hui, lequel qui convient le mieux aujourd'hui? C'est pareil. C'est pratiquement pareil. C'est un qui fait référence à. En fait, tout ça commence. Ça commence à partir des deux royaumes. Les deux royaumes d'Israël. Donc, il y avait le royaume de Judée. On peut dire que Israélite, ça fait référence au royaume d'Israël. Oui. Qui est peut-être en traduction de Yehudi, qui fait référence au royaume de Judée. Ok. Ok. Voilà pour le terme Pélishtim. En tout cas, dans les élèves sont très intéressés à comprendre quelle est l'origine de ce mot et quelle est son incidence sur ce qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à Gaza, à Gazaville, il y a deux types de population. Il y a la population, ils s'appellent encore aujourd'hui, ils sont désignés encore aujourd'hui comme des juifs. Ils se sont islamisés à l'époque du sultan. Parce qu'à l'époque, c'était ou la taxe de dhimmi, ou bien l'islamisation. Énormément de familles juives d'époque qui se sont islamisées et qui habitent aujourd'hui Gazaville. Alors on considère qu'ils sont plus de la moitié de la ville. Les de Gazaville sont des familles islamisées, donc de l'époque du sultan Suleiman. L'autre partie de la ville, c'est des Égyptiens, des Européens et des travailleurs qui étaient venus donc depuis alors, non seulement le mandat britannique, ça c'est certain, mais aussi depuis l'Empire ottoman. Voilà. C'est l'Empire ottoman qui a régulé tout ce qui est cadastral. Les termes d'aujourd'hui, les termes qu'on utilise dans le cadastre, c'est des termes turcs. Il faut savoir que tout ce qui est télé, tout ce qui est cadastral ou légalisé, c'est selon les règles de l'Empire ottoman. À Gaza? Non, en Israël. En général, oui. Et qu'est-ce que vous attendez pour transformer tout ça? Attendez pour avoir les normes israélites. Alors non, aujourd'hui, en fait, pourquoi il y a cette terminaison, c'est parce que on a gardé les historiques, d'époque. Donc pour que ce soit plus pratique, ils ont gardé ces terminaisons, parce que tout ce qui était numérotation, etc., et tout ce qui est aussi dénomination, hein, c'est des termes techniques, ça a été gardé depuis l'époque. Ok. Très bien, très bien. Alors pour tout ce qui est code légal, c'est différent. Alors il y a une bonne partie qui est code légal britannique, donc, tout ce qui est, on va dire, la résultante du mandat britannique, l'influence du mandat britannique. Et puis, de plus en plus, c'est des règles un peu différentes. Hein. Par exemple, la ville de Jérusalem, je ne sais pas si vous êtes venu visiter, c'est tout en pierre blanche. Règle du mandat britannique. Ok. Il disait de construire des murs en couleur dans les maisons. Donc, les murs extérieurs doivent absolument être recouverts de murs, en tout cas de pierres de Jérusalem, donc avec une couleur blanche. Ok. Comme Tibériade, c'est pas le cas. Donc vous avez des couleurs rouges, des couleurs noires, des couleurs. Donc tout ça, c'était des règles du mandat britannique. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Donc, voilà. Prochaine, merci. On reviendra sur le cours numéro 20. Ok. En tout cas, merci pour les explications. Allez, à la prochaine. Allez, ok, bye.